Au-delà des classiques notions d'espace où l'homme projette ses pas, il est une dimension où peuvent se glisser par les innombrables portes du temps ses désirs les plus fous. Une zone où l'imagination vagabonde entre la science et la superstition, le réel et le fantastique, la crudité des faits et la matérialisation des fantasmes. Pénétrez avec nous dans cette zone entre chien et loup. N'éteignez pas votre radio. Ne cherchez pas à baisser le volume. Il est déjà trop tard. 7e dimension envahit les ondes et débarque en mode podcast. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Vérif par 7ème dimension, c'est la 26e Vérif, c'est le 40e épisode bordel et on n'arrête pas de produire des épisodes depuis le début 2023. Ça c'est pour me faire pardonner de ne pas avoir publié trop d'épisodes en fin 2022, donc je l'avais annoncé sur les réseaux, voilà, je me fais une petite parenthèse dans ma spéciale Michael Mann au niveau de la Vérif et j'enchaîne avec du borgne, du poilu, du vilain, du méchant, du badass, de l'antisocial, avec ce bon vieux Snake Plissken, mais pas la version New York 97, mais plutôt la version de 96 pour Los Angeles 2013, donc titre français à la con, mais raccord avec le titre français à la con de Escape from New York, donc là on parle de Escape from LA, et pour m'accompagner dans cette vérif, je vous demande d'accueillir chaleureusement, donc on se met dans le contexte un peu du live alors que vous écoutez ça de manière distancielle, en train de courir aux chiottes, ou en train de dormir, ou même au boulot, ça c'est pas beau. Donc veuillez accueillir Thomas. Thomas, comment vas-tu ? Eh bien, bonjour Eddy, ça va ? Et bienvenue, et bonjour à tous nos auditeurs et auditrices. Bon, t'étais déjà venu, du coup, à 7ème dimension. Alors, je le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, je radote, je répète. 7ème dimension, avant d'être un podcast, c'était un fanzine. Voilà, bon, ça l'est toujours, même si je sors plus de numéro. Et Thomas avait déjà participé au numéro 12, qui est le dernier, qui est à être paru sur 7ème dimension. La menace velue. La menace velue, c'est vrai, oui. Et tu vois, regarde, dès qu'il y a des poils, dès qu'il y a de la barbe, en fait, du coup, tu rappliques. C'est quand même incroyable. Ouais, bon, là, on est plus sur une barbe de 3 jours, parce qu'au niveau du poil, c'est surtout qu'il est chevelu, notre ami Snake. Oui, c'est clair, oui. Et en même temps, il est chevelu, mais je me demande si c'est pas des rajouts, en fait. J'ai pas l'impression que ça soit vraiment sa crinière de base. Donc, et tu étais venu me prêter main forte aussi pour la partie 2 de la saga Rocky. Ah oui, l'œil du tigre et Rocky 4 contre notre ami Dolph. Donc comme ça s'était hyper bien passé et que j'avais été bien reçu, tu es revenu couvert. Effectivement, et donc je l'avais déjà dit aussi à l'époque, donc Thomas a l'habitude d'intervenir à la radio parce qu'il fait partie des illustres représentants de la radio libre sur la région toulousaine, donc pour la radio éphémère, et c'était mes premières expériences radiophoniques à tes côtés. C'est toi qui menais la danse à l'époque. Ouais, à l'époque, ouais, tu venais régulièrement pour nous faire des émissions spéciales autour de Halloween, avec c'est vrai, il n'y avait pas eu du Predator ou du Alien, un truc comme ça, il me semble. Oh, tu t'es venu parler de la saga Predator, de Alien, de plein de choses réjouissantes.
D'ailleurs, ça fait un petit teasing pour les prochains podcasts, tiens. Et ben effectivement, donc voilà, donc ça c'est une petite introduction pour te réintroduire auprès des auditeurs, des auditrices, et d'ailleurs je vous remercie chaleureusement au passage parce que ça n'arrête pas, vous êtes nombreux et nombreuses, j'ai l'impression que les portes du gouvernement sont toutes proches, voilà, donc continuez, écoutez comme vous le faites, ça veut dire que même si je raconte de la merde, ça vous fait du bien, ça vous fait plaisir. Moi, quand ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir aussi. Oh, c'est beau, hein, c'est vraiment parce que c'est le début d'année. Hein. Je veux dire, on n'est pas blasé à ce niveau-là. Et je vais enchaîner très rapidement sur la présentation de cette œuvre. Alors, moi, je fais du John Carpenter dans le désordre, et ça, j'aime bien. Donc, pourquoi j'aime bien ? C'est-à-dire que généralement, dans les podcasts concurrents ou dans la presse spécialisée, quand on parle de John Carpenter, donc on couvre l'entièreté de sa filmographie, mais on s'attarde beaucoup plus sur les films les plus marquants, donc le début de sa carrière, le milieu de sa carrière, les années et 80. moins sur la fin de sa carrière. Donc j'avais traité Ghost of Mars, j'avais traité Vampire, et au final c'est le film qui est juste avant. Alors ça c'est hasard ou coïncidence aussi des ressorties Blu-ray 4K, et bien entendu forcément les films les moins acclamés sont peut-être ceux qui sont les plus faciles à ressortir aujourd'hui pour des raisons de droit. Hein. Ça coûte moins cher. Oui. C'est vrai que celui qui voudra ressortir en Blu-ray The Ward, il n'aura pas beaucoup à dépenser, je pense. Effectivement. Donc ne m'en veuillez pas, hein, parce que du coup je rebondis, j'ai tellement l'habitude d'être seul en fait que je déroule, et du coup Thomas essaye de s'insérer en fait dans le flow, dans le flow vocal. Donc, Escape from LA. Alors, je vais te donner la parole Thomas, tiens. Comme ça va me soulager un peu. Alors je vais pas te demander de le pitcher, mais plutôt si tu veux. mais t'inquiète pas, tu le feras ça aussi. Mais plutôt de remettre en perspective cette œuvre en l'an de grâce 1996. En es-tu capable ? Ouais, alors John Carpenter, c'est quelqu'un qui avait fait un énorme début de carrière qui était absolument parfait et qui a connu beaucoup de bas par la suite à l'échec de The Thing, qui reste un film culte aujourd'hui et qui a traversé les années 80 allant de mal en pis, multipliant les échecs au box-office, qui a eu des mauvaises expériences avec les studios et qui finit la décennie 1980 avec des films complètement nihilistes avec Invasion de Los Angeles, Prince des Ténèbres, et qui commence le début des années 90 avec des films qui sont vraiment finalement peu mémorables, avec Les Mémoires d'un homme invisible, avec le remake du Village des damnés, sauf que y a une étincelle au milieu qui est L'Antre de la folie en 95, et donc il vient de finir ce film là, et donc Los Angeles 2013 arrive juste après. Et Los Angeles 2013, il sort pas de nulle part, puisque c'est la suite de, comme tu l'as dit tout à l'heure, de New York 97, et c'est un projet que Kurt Russell portait depuis pas mal de temps. Il tannait John Carpenter pour offrir une suite, parce qu'il adorait ce personnage. C'était le personnage emblématique de la carrière de Kurt Russell, et donc il y avait eu des scripts qui avaient été produits qui satisfaisaient pas les deux hommes, et finalement ils ont co-scénarisé finalement le film à quatre mains, Kurt Russell et John Carpenter, pour accoucher de ce film. Alors ce film il sort comme tu l'as dit vers la fin de la carrière de Carpenter, puisqu'il en sortira plus que 3 derrière. Et ce film là, pour des raisons diverses, on les abordera après, ça reste un film très très important dans sa carrière, puisqu'on peut le considérer quasiment comme un film testament, ou même on peut aller plus loin en disant que c'est un gros bras d'honneur qui illustrera ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui est en mode Balek complet, et qui palpe autant de pognon qu'il peut en acceptant les remakes de ses films les plus emblématiques pour s'adonner à son autre passion, enfin ses deux autres passions qui sont la composition de musique et les jeux vidéo. C'est incroyable ça, j'adore toujours d'imaginer cette vieille trogne de Carpenter en train de faire du FPS en charentaise. Ouais, mais c'est ça. Donc très très bonne remise dans le contexte de l'époque. Moi je rajouterais là-dessus, donc alors oui, effectivement, c'est un réalisateur qui n'a jamais fait de suite à aucun de ses films, voilà. Et pourtant, ces films avaient la particularité d'avoir une fin soit nihiliste, soit ouverte, soit les deux, nihiliste ouverte. Par exemple, si on prend l'exemple de The Thing,
Bon, tu peux facilement, je pense qu'avec avec Carpenter, tu peux facilement au final faire des suites. Voilà. Et c'est pour ça que je n'ai jamais compris d'ailleurs cette espèce de préquel à The Thing. C'est-à-dire que t'as un espèce de boulevard avec le final de The Thing, et non, eux vont te raconter l'histoire des Norvégiens. Qui est potentiellement la même histoire que tu as vu dans The Thing. Hein. Mais parce que dans The Thing, un des personnages principaux dont on parle jamais, c'est le petit chien du début. Ben oui. Tout le monde veut savoir pourquoi il se fait courser, ce petit chien. Non mais de toute façon ça j'en parlais alors je sais plus quel épisode, je sais plus, parce qu'en ce moment je fais des extraits de mes épisodes sur TikTok, donc je suis perdu en fait, je remonte dans les épisodes, mais je sais plus dans quel podcast j'en parlais, mais ça c'est des idées de merde en fait. Voilà. Donc, tu vois, c'est un peu comme Ridley Scott, en fait. Ouais, et si on racontait l'histoire de l'extraterrestre qui est éventré, mais un peu de mystère. Voilà, un peu de mystère. Si, voilà, c'était dans l'épisode sur la saga Matrix où j'avais déboulonné la prélogie Star Wars, qui était pour moi une idée de merde dès le départ. Et donc, effectivement, voilà. Donc, je crois pas vraiment que les gens aient envie de savoir l'histoire du chien, tu vois, dans The Thing. Tout le monde s'en tamponne. Déjà, s'ils ont vu The Thing, c'est déjà incroyable. Donc voilà. Donc, effectivement, on peut facilement faire des suites à ces films. Bon, là, pourquoi c'est ce personnage-là ? C'est parce que Snake Plissken, mine de rien, voilà, ça a été une figure emblématique en fait de ce qu'on appelait le post-apo, parce qu'au final, New York 97, c'est plus ou moins un post-apo. Donc, alors, c'est aussi l'un des défauts de ces films-là. C'est-à-dire, je prends le diptyque, hein, c'est-à-dire Escape from LA et Escape from New York. C'est-à-dire, putain, mais pourquoi faire un film d'anticipation avec si peu d'années d'anticipation dans le temps ? Parce que tu sais très bien que ça va être mort. Tu vois, donc c'est un petit peu le même cas qu'il y avait dans Blade Runner, voilà, avec ce futur 2019, et le Blade Runner 2049 qui est, voilà, qui part d'un postulat, d'un truc qui ne peut pas exister. On est vraiment dans l'Uchronie. Donc voilà, bon, c'est une figure du post-apo, c'est aussi une figure très westernienne. Voilà, oui, je crois que je l'ai bien dit. Parce que John Carpenter ne s'en est jamais caché, on ne lui a jamais donné d'argent pour faire des westerns, mais il fait des westerns déguisés. Donc, c'est le principe de l'anti-héros hors la loi, et ça a infusé pas mal de personnages de fiction à travers de nombreux supports. Donc déjà au cinéma, il y avait des sous, entre guillemets, des sous New York 97. Absolum 2022 par exemple, c'est un sous, putain, j'ai été déterré un film avec Ray Liotta, c'est du sous New York 97. Ouais, mais c'est dans la catégorie des films d'anticipation avec des punks en haillons. C'est-à-dire la SF telle qu'on l'apercevait à l'époque, qu'on pouvait le voir dans Métal Hurlant par exemple, où la SF finalement c'est nous mais avec des vêtements à trous, et puis on manque de pétrole, ou on manque de nourriture, il y a plus d'eau, voilà, c'est à la Mad Max, sauf que oui, comme tu l'as dit, New York 97 utilise tous les codes du film de SF. Sauf que je vous mets au défi de trouver le moindre laser, le moindre gadget futuriste qu'il y a dedans. C'est que, comme tu disais, Carpenter, il s'est toujours démerdé avec des tout petits budgets. On va y revenir, peut-être sauf sur Los Angeles 2013 qui a un budget mastodonte. Oui. Et tout ça parce que c'est un réalisateur à l'ancienne. C'est un réalisateur qui vénère la façon classique de mettre en scène, et son réalisateur fétiche, c'était Howard Hawks avec Rio Bravo, et lui il a toujours couru après Rio Bravo. C'était dans sa tête, et d'ailleurs il fera quasiment tout le temps des westerns déguisés pour presque faire son western à lui, qui sera le film suivant de Los Angeles 2013, qui sera Vampire finalement. Eh ben oui, j'aurais pas mieux dit. Tu fais bien les choses, hein, Thomas, je te trouve en forme, hein. Incroyable. Hein. Bah, tu verras au deuxième podcast, je serai nettement moins en forme. Voilà. Mais je mets tout dans celui-là. Vous avez compris, chers auditeurs, chères auditrices, profitez-en, réécoutez plusieurs fois ce podcast. Voilà, dans cet épisode-là, c'est l'épisode où il donne tout. Donc oui, alors je disais dans d'autres supports, par exemple, si on prend le jeu vidéo, le personnage emblématique Solid Snake, voilà, est clairement un décalque vidéoludique du personnage de Snake Plissken. Voilà, pour on va dire, pour les décalques apparents en fait. Hein, voilà. Solid Snake, pour ceux qui connaissent pas, c'est Metal Gear Solid en fait. Bon, j'imagine bien qu'en 2023, quand même, les gens savent de quoi on parle. Hein. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, le créateur Kojima, il se cache pas derrière. Alors, il reprend le look avec le bandeau sur l'œil, la barbe de 3 jours, les cheveux sales et mi-longs, le côté anard, enfin le mec qui est contre l'autorité, et même le nom. Donc là, je pense que si t'as pas compris que c'était le même personnage...
Oui, c'est clair. Et du coup, personnage incarné par l'acteur fétiche et comparse à la ville de John Carpenter. C'est vraiment l'alter ego pelliculé. Donc voilà, c'est un acteur aussi, Kurt Russell. Et ça, Carpenter le disait au début de sa carrière, parce qu'il a eu du mal à l'imposer auprès des studios déjà dans le rôle de Snake Plissken à l'époque de New York 97. Mais c'est vrai que c'est un acteur, quand on le voit, qui était issu des comédies Disney, avec un visage assez poupin et qu'on n'imaginait pas, parce qu'il fait pas non plus, c'est pas un The Rock, à comparer, ou un Statham, donc il ne fait pas un art martial spécifique, ou il n'a pas une taille ou une stature, bon, même si au fur et à mesure de sa carrière, il s'orientera sur une carrière un petit peu d'actionneur façon années 80, pense au Tango et Cash, etc., où il prendra un peu du muscle, mais effectivement, il me semble que Kurt Russell, c'est 1m75, quoi. Voilà, c'est pas le mec qui fait 1m90, Oui, quoi. voilà, il a juste une mâchoire un peu carrée, tu sens qu'il faut pas trop le faire chier dans ses personnages, et puis il a toujours été un acteur, il est pas rachitique non plus, il est un peu épais. Il est pas bodybuildé, il est épais, juste. Voilà, c'est tout. Et donc, effectivement, voilà, il est indissociable, voilà, du rôle, et c'est pas pour rien aussi que Tarantino ira le pêcher pour Boulevard de la Mort, parce que Tarantino a ce talent-là aussi, on peut le remercier, même si Boulevard de la Mort, je le remercie pas pour le film lui-même, mais je l'aime bien ce film. Oh, c'est vain, quoi. Bon, bref, on n'est pas là pour déboulonner Boulevard de la Mort, mais en tout cas, ce qui fait que Boulevard de la Mort, c'est un petit peu ce qu'il fait pour Bruce Willis et John Travolta dans Pulp Fiction, c'est-à-dire qu'il remet la lumière, il le remet sur le devant de la scène, en fait. En tout cas, Boulevard de la Mort, c'est quoi? C'est début des années 2000, un peu avant 2010, il me semble. Ouais, c'était quand il fait, quand Rodriguez fait le Grindhouse. Oui, mais j'ai plus, je crois que c'est 2006 ou un truc comme ça. Mais c'est juste avant Predators, je crois. Ouais, mais c'est ça. Predator, c'est 2010, 2010, donc on est juste en dessous. Donc effectivement, il le remet sur le devant de la scène et ça c'est plutôt cool. Et après on le retrouvera dans les 8 salopards, et après on le retrouvera aussi dans les Fast and Furious. Pourquoi on ne sait pas, mais bon voilà, on le retrouvera ici. Donc dans le rôle titre Kurt Russell, ce qu'il faut comprendre, et c'est par ce prisme-là aussi qu'on va, enfin en tout cas que je vais orienter cette vérif d'Escape from LA. C'est que la volonté de revoir Snake Plissken à l'écran dans une suite n'est pas une volonté de John Carpenter. C'est une volonté de Kurt Russell et bien entendu des studios, mais les studios sont là pour prendre des sous, ça c'est pas le souci, mais c'est une volonté vraiment de Kurt Russell au départ. Et c'est porté par le public, parce qu'entre-temps, même si Carpenter au début de sa carrière, il faisait des films un peu en loose day à la franc-tireur, on est quand même au milieu des années 90, et avec le marché de la vidéo, le statut culte des films de Carpenter commence à arriver, et c'est vrai que le personnage de Snake, il est très demandé par le public aussi. C'est-à-dire que là, quand on va vite enchaîner avec le pitch du film pour que les gens puissent comprendre de quoi on parle, mais Carpenter, quand il tourne Los Angeles 2013, on l'a dit, il est sur la fin de sa carrière et il est beaucoup plus respecté qu'au début, quand il faisait ses premiers films, là, c'est-à-dire qu'il peut avoir accès à un casting beaucoup plus large avec des acteurs très connus qu'il n'avait pas avant, ou alors qu'il a contribué à faire connaître. Là, quand il arrive sur le plateau de Los Angeles 2013 et encore plus sur Vampire sur le film suivant, c'est pas une star, mais c'est quand même quelqu'un qui a une aura, quoi. C'est ça. Et j'aimerais rajouter. De toute façon, on va continuer un petit peu sur les prémices. Après, je te laisserai la main pour pitcher un petit peu cette séquelle. Ce qu'il faut comprendre avec Carpenter, c'est qu'on n'est pas dans cette temporalité-là, en 96. Donc, tu l'as bien remis en perspective. On va dire que du début jusqu'au milieu des années 90, on n'est pas sur une bonne partie de la filmo de Carpenter. Alors moi je vais te parler d'un truc que j'ai pu vivre à l'époque, donc qui est donc voilà, je l'ai déjà expliqué dans l'épisode 3 sur acheter des films c'est bien, on parlait toute l'époque Mad Movies, ou comment on pouvait, donc il n'y a pas internet à cette époque-là, donc tu te tiens au courant de l'actualité cinématographique via de la presse spécialisée. Donc moi je suis un cinéphile issu de Mad Movies en fait, parce que j'ai grandi dans mon adolescence avec Mad Movies, et effectivement ce qui m'avait choqué à l'époque, c'est dans la partie preview en fait du magazine, c'est de voir une photo de Carpenter sur le tournage de cette séquelle de Los Angeles 2013 et de me rendre compte que c'est un vieillard. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que physiquement,
il avait l'apparence d'un vieillard alors qu'il n'en avait pas l'âge. Voilà. Et quand on remontait les photos d'époque, etc., on se rendait compte que Carpenter a tout son corps, en fait, dégagé on va dire, le stress et la fatigue et les beats successifs de 2 films, en fait. Donc, c'est-à-dire que autant le beat de The Thing l'a fortement touché et l'a coupé d'une carrière qui aurait pu être tout autre. Voilà. Il est un peu à l'image d'un Joe Dante, par exemple, qui n'a jamais confirmé après Gremlins. Donc, son The Thing, s'il avait fonctionné, je pense que Carpenter n'aurait pas la même carrière. Voilà. Et effectivement, le moment où tu sens qu'il passe, ou physiquement, il commence à avoir un âge qu'il n'a pas, c'est après le 2e beat de sa carrière, qui est Big Trouble in Little China, qui est les aventures de Jack Burton. Et c'est à partir de là, entre ce Jack Burton jusqu'à les mémoires d'un homme invisible, qu'on voit le mec évoluer avec des cheveux blancs quasiment instantanés, en fait, parce qu'on le voit sur les photos de Prince des Ténèbres, qui est un film qui arrive en 87. Le mec a pris 20 ans dans la gueule, tu te demandes, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, quoi? Ouais, on sait pas trop si c'est s'il a somatisé. Alors il le dit dans les interviews, ça l'a fracassé tant humainement que de manière que pour sa carrière, mais c'est très bizarre avec ça, quand tu essaies d'avoir des infos sur ce qui lui est arrivé, tout le monde dit qu'il a été malade, mais il n'y a jamais l'identité de la maladie qui est révélée, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais il le dit, qu'il a été lessivé à un moment, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup bossé, parce que quand tu fais des films à l'économie comme lui, bon après c'est pas des aides qu'il fait, c'est quand même des films avec un certain statut, et c'est quelqu'un c'est un énorme bosseur, et à chaque fois il dit que mettre en scène les films, c'est pas forcément la partie qu'il préfère, même s'il adore être entouré des acteurs, il adore travailler avec les acteurs, mais il dit, lui c'est un pragmatique, il doit aller pour nourrir sa famille, il faut qu'il aille faire des films, qu'il faut que le film sorte, il faut qu'il marche pour faire le suivant. Et quand on lui dit, est-ce que, voilà, il a pas l'air d'éprouver un plaisir énorme à être sur les plateaux, le gars. C'est ça, et c'est toute on va dire, toute l'ambivalence de la perception de ce réalisateur-là, qui a un raisonnement très capitaliste, voilà, très américain par rapport au business, alors qu'en France, il était acclamé pour ses idées de gauche qui étaient en sous-main. Et donc, il y a toujours eu cette ambivalence, en fait, chez Carpenter, qui est à l'image, au final, du cinéma qui plébiscite, j'arrive à le dire, des westerns, c'est-à-dire le côté du hors-la-loi qui prend l'argent, parce que c'est ça, qui prend le contrat, qui prend l'argent, et qui, en cours de route, se dit, bon, qui a ce côté humain, un peu ce que fait Snake en fait dans ses films, qui est contraint de faire quelque chose et qui à un moment donné voit sa part d'humanité arriver. Et je pense qu'on est un petit peu sur le cœur de ce Escape from LA. Donc voilà, j'en profitais pour remettre en place aussi ce qu'on avait pu voir. Il me semble aussi, parce que ça, on ne le sait pas forcément aussi, j'essaye d'amener, vous voyez, quand je parle de ces sujets-là, j'essaye d'amener d'autres choses qu'il n'y a pas dans d'autres podcasts ou dans d'autres magazines. Moi, il me semble aussi que à partir des aventures de Jack Burton, ça sera confirmé pour ceux qui ont l'info, mais il me semble aussi que c'est le divorce avec Adrienne Barbeau, parce qu'il y a ça aussi, donc voilà, il y a plein de choses qui se passent en fait dans sa vie. Ouais, il y a ça, tu parlais de son orientation politique tout à l'heure, c'est difficile à appréhender pour des Européens, mais Carpenter a toujours été... c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière comme étant vu depuis chez nous comme quelqu'un de droite, puisque c'est quelqu'un qui prônait l'alliance entre les criminels et les forces de l'ordre pour ramener l'ordre. Donc ça, forcément, t'es de droite quand tu fais ça. Après, c'est quand même quelqu'un qui a mis en scène des laissés-pour-compte, des clochards, notamment à travers l'invasion de Los Angeles, et là, il a été taxé de réalisateur de gauche. Et quand on l'interroge dans les interviews là-dessus, il dit oui, moi je supporte pas toute forme d'autorité, mais ne vous inquiétez pas, moi je suis un pur américain, moi je suis un capitaliste. Je reste un capitaliste, on me donne du pognon, je le prends. Donc je suis pas un contestataire. Alors après, il peut dire ce qu'il veut, c'est juste les derniers films, comme il est complètement en manière désabusée, donc on va y revenir sur Los Angeles 2013, où il va presque dresser un portrait reluisant de contestataire et de leader, presque, c'est une métaphore de Cuba en fait, presque, en mode Amérique latine, mais c'est vrai que le gars
il a souffert et joui aussi en même temps d'un statut à part de franc-tireur, sans avoir, on va dire, la considération immédiate et cultissime dont a bénéficié Eastwood. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui naviguait avec les valeurs des États-Unis traditionnelles, qui se complaisait complètement dans les valeurs prônées par les westerns, mais quand même quelqu'un que tu croisais, il avait les cheveux attachés dans le dos, que c'est le mec, plus il était seul et mieux il se portait. Alors c'est rigolo quand on parle du duo de choc qu'il formait avec Kurt Russell, parce que autant on peut dire que Carpenter, de notre point de vue, peut être plutôt orienté à gauche, autant Kurt Russell est très 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 à droite. Oui, j'ai pu, quand j'ai récupéré un petit peu des infos, parce que c'est très difficile, de toute façon, bon voilà, on le dira, Escape from LA, c'est un film c'est un mal aimé, c'est très compliqué de récupérer des infos, et les infos qu'on récupère, c'est souvent des oui-dire de journalistes qui ont pu dire que, mais ce qui remonte, c'est souvent ça en fait. Le docu sur Big John, qui a été diffusé sur Canal, je l'ai pas vu, et c'est Carpenter qui le dit, il le dit, comment il dit ça ? Il dit, c'est fou à quel point Kurt peut être à droite. Il le dit carrément devant la caméra. Alors c'est marrant parce que Kurt Russell, c'est quand même quelqu'un qui pousse pour faire revenir sur le devant de la scène un psychopathe complètement anard qui est Snake Plissken, et peut-être que lui, il a une forme de jouissance à jouer l'absolu inverse de ce qu'il est dans la vie. C'est intéressant ce que tu dis parce que, pareil, oui, c'est des choses que j'ai pu aussi glaner, et c'est vrai que... Alors ça, c'est par rapport à mes nouvelles prédispositions sur d'autres émissions. Et c'est vrai que tout le monde parle de sociopathes et de psychopathes quand on parle de... Mais pas du tout, en fait. Voilà. Non, après, voilà, je le dis parce que c'est toujours bien. Il n'en a aucune caractéristique, en fait. Voilà. C'est juste un mercenaire, en fait. Un mercenaire et on va dire une personnalité antisociale. Mais... Au final, il n'a... C'est pas... Alors, désolé, je vais dériver, mais j'aime bien remettre aussi les choses en perspective. Quand on le qualifie, et c'est pas toi, c'est de manière générale, quand t'as les résumés, tout ça, on parle de psychopathe, on ne le voit jamais à aucun moment, en fait, torturer des gens ou prendre du plaisir dans les actions qu'il fait. Il fait les actions qu'il fait pour survivre. Donc ce n'est pas... Voilà, on n'est pas là, on n'est pas vraiment là-dedans. Donc moi, je le vois plutôt vraiment comme un anti-héros classique, du cinéma hollywoodien classique, typé western, et... mais bon, on y reviendra. C'était pour remettre ces trucs-là. Ça fait écho aussi aux de nombreux documentaires ou de choses que j'ai lues où ils disent psychopathe, c'est pas ça. Michael Myers est un psychopathe. Là, pour le coup. Non, mais j'ai pas dit que c'était un psychopathe. Voilà. J'ai dit que c'était quelqu'un qui est. Oui, mais voilà. Mais c'est vrai que généralement, il le résume comme ça. Le retour du. Donc, effectivement, toujours dans ce côté prémisse, c'est Kurt Russell qui pousse au cul. Et d'avoir expliqué l'état de santé aussi de Carpenter expliquera le résultat qu'on a à Escape from LA. Pourquoi ? Parce que, donc, comme tu l'as dit, Carpenter sort de 3 bids successifs. Donc, c'est-à-dire, les aventures d'un homme... Alors, juste avant, donc on avait compris, on remet dans le contexte, il fait les Jack Burton, c'est un four. Il se refait une santé avec des petits budgets, avec des contrats à $1 million, que sont Prince des Ténèbres et que sont le Zélive, hein. Et j'ai perdu le nom en français. Invasion Los Angeles. Invasion Los Angeles, oui. Alors, vous savez pourquoi j'ai perdu le nom ? C'est parce que, en off, juste avant, j'étais en train de commander Invasion USA chez ESC Distribution dans le coffret VHS. Et effectivement, j'essaie à chaque fois de dire Invasion USA, mais c'est pas ça. Ouais, donc, mais puis tous ces titres de films avec Los Angeles dedans. Oui, voilà. Et voilà, Los Angeles 2013, Invasion Los Angeles. Donc il se refait une santé avec ses petits budgets. Et les studios lui réouvrent les portes, on va dire petit à petit. Donc les aventures d'un homme invisible, c'est peut-être son film, c'est un peu comme The Ward. C'est lui ou c'est pas lui, c'est pareil en fait, hein, voilà. Donc c'est plutôt un film où il sert la soupe à cet acteur comique américain, voilà, qui n'a jamais marché en France, hein, donc voilà. Donc ensuite c'est un film qui lui ressemble un peu plus, qui est L'Antre de la Folie, mais qui est un pur produit chez New Line, donc qui fonctionne moyennement bien, surtout en vidéo. Ouais, il fonctionne moyennement bien au niveau du public, mais il va acquérir un statut culte progressivement, et aujourd'hui ça reste quand même, au-delà de la carrière de Carpenter, L'Antre de la Folie,
une sorte d'analyse méta sur le genre fantastique, autant en hommage à Lovecraft, et c'est un film très 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 important qui va au-delà de Carpenter en fait. Oui, et puis ça t'a jamais fait rire ça aussi, cette espèce de... Les gens ont toujours voulu chez Carpenter trouver une sorte de thématique, et ils ont toujours inclus Prince des Ténèbres, la trilogie d'Apocalypse, avec The Thing et Prince des Ténèbres. Ouais. N'importe quoi. Ça se tient un peu. Ça se tient un peu. C'est comme si tu prenais la filmo de Tim Burton, t'en prends 5, tu dis c'est la pentalogie des frics. Enfin, non, c'est la caractéristique de son cinéma. Il n'y a pas une thématique. Enfin, bref. Et derrière, Universal lui confie, et il l'accepte parce qu'il a besoin de thunes, parce que c'est pas une envie à la base, donc c'est un pur produit de commande comme Les Aventures d'un homme invisible. Donc si on regarde bien, au final, il y a quand même une volonté chez Universal de ressusciter ce qui était, entre guillemets, les Universal Monsters de l'époque, composés du savant fou, de l'homme invisible, et pour le coup, Le Village des damnés, c'est aussi un film d'époque, voilà, donc un film représentatif du cinéma fantastique, on va dire américain, et cette commande-là, avec un Christopher Reeve pas encore paraplégique, donc voilà, c'était le dernier film avant son accident. Rôle, ouais. Voilà, donc Christopher Reeve, acteur, c'est le Henry Cavill des années 70 pour le Superman, voilà, je remets de Richard Donner, et ça ne fonctionne pas, Le Village des damnés, du tout. Voilà, donc, et même, alors, c'est pas un mauvais film, il fonctionne très bien, c'est très classique, c'est vraiment une commande, on va dire, exécutée avec professionnalisme et que ça, c'est un bon petit film, mais c'est pas fou. Donc ça veut dire que à ce moment-là de sa carrière, ce que fait Kurt Russell depuis des années est entendu par Carpenter, et je suis désolé de le dire, Carpenter revient en faisant une séquelle à un de ses films pour l'argent. Ne me dites pas que c'est pour une volonté d'offrir une séquelle. Oui, c'est pas possible. Et puis il avait de bonnes conditions, c'est-à-dire que la Paramount lui dit vous avez 50 millions de dollars. Oui. Vous avez carte blanche tant que vous ne dépensez pas un centime de plus. Ah oui, non, mais ça c'est aussi une... Mais ça, en fait, ça lui est jamais arrivé. Oui, non, mais ça, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que, à quel moment, parce qu'il faut remettre dans le contexte, on est en 96, qu'est-ce qui sort en 96 ? Vas-y, est-ce que t'as des titres en vrac ? Bah, t'as Independence Day, il est pas encore sorti. Si, mais il va sortir. Stargate. Stargate, c'était avant, mais t'as Independence Day, t'as Une nuit en enfer, t'as Seven, tu vois, Ouais. À quel moment des studios, parce qu'on parle de Paramount, à quel moment des studios se disent ouais, putain, il est temps de donner de l'argent à Carpenter pour faire une suite à New York 97. Mais c'est moins sur Carpenter qui mise que sur Kurt Russell, parce que Kurt Russell, il a quand même quelques succès. C'est lui qui tient l'un des rôles principaux de Stargate. Il a une décision juste derrière. Il carbure quand même, Carpenter. On a Breakdown aussi, qui est de Mosto aussi. Ouais, Kurt Russell, sans être l'acteur numéro 1, tu peux pas encore trop vendre un film juste sur son nom, mais le public commence à l'identifier en tant que gage de bonne série B. Donc ils se disent peut-être qu'il y a du pognon à mettre là-dessus, sans compter que le personnage est déjà connu par les aficionados de la vidéo. Carpenter, ça a toujours été quelqu'un qui à qui tu donnes un film, il te le fait correctement, de manière extrêmement professionnelle. Ils se disent bon, mais pourquoi pas. Oui, voilà, mais en tout cas, je me remets dans le contexte de l'époque, moi j'avais 16 piges, je l'ai vu en salle ce film-là, et d'ailleurs c'est le premier Carpenter que je voyais au cinéma, et effectivement, oui, il y avait aussi L'Armée des 12 singes aussi qui était sorti à cette époque-là, donc, et c'est vrai que, et c'est pareil, même à la réception du Blu-ray encore aujourd'hui, j'ai jamais compris ce culte des studios pour cette envie de donner de l'argent à Carpenter pour faire une suite, notamment de ce film-là. Bah, d'ailleurs, vu ce que raconte le film, et je pense que c'est le moment d'aborder de quoi parle le film, parce que je pense que s'il y a des auditeurs qui n'ont jamais vu le film, je pense qu'on les a paumés là. Ah oui, mais ce qui est bien, c'est ce qu'aiment les auditeurs et les auditrices, c'est que on n'en parle pas encore, tu vois, parce que à noter, parce que j'ai une dernière petite chose, et après là tu pourras pitcher le film, c'est que c'est peut-être l'une des rares fois sur une collab entre Kurt Russell et John Carpenter, Kurt Russell est à la prod et au scénario.
Et je reviendrai sur autre chose qu'il a fait dans ce film-là. Donc, le scénario, donc le point de départ avant de le pitcher, voilà, donc comme tu le disais, il y a eu des scénarios qui ont tourné, etc. Et je vous invite, auditeurs, auditrices, à faire un tour sur les idées de scénario qu'il y avait eu à l'époque, qui pour moi sont bien mieux que ce scénario-là qui a été tourné et qui a donné Escape from LA. Donc, ils partent d'un point de départ très rapidement au début des années 90, comme par hasard, dans la période où Carpenter fait des beats successifs. Donc, ils prennent en compte le tremblement de terre qu'il y a eu à Los Angeles, des problèmes sociaux avec des émeutes, et ils s'en servent pour infuser un scénario écrit à 6 mains, donc 2 mains de John Carpenter, les 2 mains de la productrice Debra Hill, qui, information gossip, et ça c'est toujours sympa, parce que moi j'aime bien donner les à côté, parce que ça donne un peu la temporalité de comment fonctionne un petit peu une production hollywoodienne et qu'est-ce qui s'y passe. Et ben Carpenter, il a la fâcheuse tendance à, comme Cameron, alors à se taper ses actrices principales et ses productrices. Voilà, ça il faut le savoir. Bon, ça a été sa première femme. Voilà. Et qu'est-ce que Cameron et Carpenter ont en commun? Galen Hurd, par exemple. Voilà. Scénario écrit à 6 mains, voilà, pour l'info gossip, Debra Hill, Kurt Russell et John Carpenter. Donc, autant d'années d'attente, 50 millions de dollars de budget, mais pas un penny de plus. Thomas, mais que raconte cette œuvre hyper attendue en 96? On est dans un futur proche. Le Big One, qui est le grand tremblement de terre qui doit arriver en Californie sur la faille de San Andreas, a lieu, donc, et qui a pour effet de couper la ville de Los Angeles du reste du continent américain. Donc ça devient une île, comme l'était l'île de Manhattan dans le premier épisode. Pendant ce temps, le gouvernement des États-Unis commence à flirter avec l'état de très 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 à droite, voire fasciste, où il devient interdit de fumer, de se droguer, de boire de l'alcool, d'avoir des femmes, sauf évidemment si on est marié. Donc un état qui commence à devenir un peu une prison en elle-même, et l'état donc va mettre tous les rebuts, les anarchos, ceux qui veulent pas rentrer dans le rang, dans l'île de Los Angeles, qui devient entre guillemets une terre de liberté, gouvernée par une sorte de grand gourou avec des velléités un petit peu rebelles, qui est Cuervo Jones, une sorte de leader maximo chevelu et barbu, qui s'acoquine avec la fille du président des États-Unis, qui a la particularité, cette fille, d'avoir trahi son père et d'avoir embarqué avec elle une arme dévastatrice qui consiste à prendre le contrôle de satellites qui émettent des ondes électromagnétiques pour contrôler l'électricité et les infrastructures modernes des civilisations. Donc le gouvernement ne l'entend pas de cette oreille et donc va mandater le borgne le plus célèbre, Snake Plissken, pour partir en mission, récupérer l'arme ultime et accessoirement soit buter, soit ramener la fille du président et se débarrasser de tout ce qui pourrait être sur son chemin. Pour ça, il va être missionné donc par Stacy Keach. Et Thomas, c'est incroyable, tu pitches tellement bien les films. J'ai même honte, moi, des fois, quand je pitch même plus, je raconte le truc au fur et à mesure. Voilà. C'est magnifiquement pitché, mais j'ai envie de te dire un truc, mais putain, ça serait pas le scénario d'Escape from New York, dis donc, ce que t'es en train de raconter? Oui, alors ça a un côté un petit peu remake, ouais. C'est côté vrai. Bordel, c'est un décalque. Vas-y, allez, j'y reviendrai, vas-y. Donc on a été à Stacy Keach. 15 ans avant, Snake Plissken donc se fait capturer, se fait envoyer en mission pour récupérer le président des États-Unis, dont l'avion Air Force One s'est crashé sur l'île de Manhattan, et pour ne pas qu'il y ait des punks à chiens qui récupèrent la mallette des codes nucléaires, il est envoyé pour aller récupérer le président. Que pourtant tant de haine envers les punks à chiens, pourtant c'est cool. Donc là, je me permets de faire une petite parenthèse. Là, pour moi, là, quand j'entends ce pitch-là, on est déjà pour moi sur le principal problème de ce film que j'ai eu à l'époque et que j'ai encore, c'est-à-dire autant d'années pour raconter la même putain de chose. La même chose. Voilà. Et j'ai envie de vous dire, parce que vous le savez, je vous l'ai dit il y a de cela 2 épisodes, c'est ce que fait Cameron avec Avatar 2. Voilà. Donc autant d'années pour raconter un truc qui raconte exactement la même chose. Alors, ce côté-là, c'est assez nébuleux. C'est-à-dire que si tu essaies de trouver le pourquoi du comment,
tu vas tomber sur des interviews de Carpenter qui dit, sans s'en rendre compte, ils sont allés sur du remake parce qu'ils voulaient absolument représenter à nouveau le personnage de Snake pour des gens qui n'avaient pas vu le premier épisode. Et finalement, ils se sont retrouvés à raconter la même histoire. Dans d'autres interviews, il dit que c'était prévu dès le départ de refaire le même film avec plus de budget. Toujours est-il que... Alors sur le vernis, je suis d'accord avec toi, c'est la même chose que New York 97. En moins bien, avec un casting moins bien joué. Oh là là, tu tires à balles réelles, c'est bon ça. Avec une moins bonne musique. Tout est moins bon. Tout est moins bon. Autant dans le cochon. Bon, de toute façon, on est d'accord tous les deux. Le premier film, il est juste parfait. Il n'y a rien à changer. Par contre, si tu creuses un petit peu, tu vois qu'il y a quand même des aspérités qui sont très très intéressantes. Mais c'est intéressant ce que tu dis de refaire le même film pour, à un moment donné, toucher un autre public. Et ben tu vois, tout ce que tu es en train de dire, c'est un petit peu tous les problèmes de chaque séquelle de Terminator. C'est refaire à chaque fois le même film. T'as Star Wars aussi. Hein. Voilà, il a fallu quand même attendre 4 films pour qu'il y en ait un, et attends, pas le couteau le plus affûté du tiroir, MCG, qui disent je crois que le public voudrait voir le futur. Voilà. Et tu vois les studios, ah ouais, ça c'est une bonne idée. Par contre, ça sera un futur PG-13, hein. Donc c'est-à-dire, t'as droit à 2 punks à chiens sur tout le territoire, et ils sont propres, hein. Voilà. Ça fera un teasing pour ton podcast sur Terminator, ça. Oh, je sais pas si c'est une bonne idée, ça voudrait dire qu'il faudrait que je regarde le Genesis, tu vois. Ben moi je l'ai vu, t'as pas besoin de le voir. Ah, mais moi j'ai vu Dark Fate, et moi, autant te dire qu'il m'a achevé. J'ai pas vu Schwarzy en short. Bon, bah, c'est un autre... C'est un autre débat, une autre histoire. Moi j'aimerais bien parler un petit peu du casting, puisque... Oui, parce que tu as commencé de manière kitsch avec Stacy Kitsch. Oui. Elle était facile. Alors c'est marrant parce que ce qu'on reprochait au Réveil de la Force, c'était que c'était le même film avec on remplaçait des personnages par d'autres. Ça, moi je lui ai jamais reproché, moi j'aime bien le Réveil de la Force. Hein. Et bien en fait on a le même problème avec ça, c'est-à-dire qu'il reprend les mêmes personnages. Il les redéguise avec d'autres castings. Alors soit par choix, soit parce que les acteurs du premier n'étaient plus viables. Notamment, il voulait refaire venir Donald Pleasance en président, mais il était malade, donc il a dû le remplacer. Il est juste un peu mort après. Je crois qu'il n'était pas encore mort à l'époque, mais donc toujours est-il que Kurt Russell rejoue la même chose, mais il a un impair en cuir en plus. Oui, et ça c'est important. Oui, c'est très important. Ensuite, on remplace Donald Pleasance par président Cliff Robertson, donc le Ben, dans Spider-Man. Exactement. On remplace Lee Van Cleef, la figure mythologique du western de Serge Leone, par Stacy Keach, Mike Hammer. Mike Hammer. Et attention, on a même cru pendant un instant qu'il était remplacé par 2 acteurs, parce qu'on a un début avec un rôle qui sert à rien, qui est celui de Peter Jason aussi, acteur récurrent qu'on a dans tous les Carpenter, qui tient des monologues au début juste pour se foutre de la gueule de Snake, et après on arrive sur Stacy Keach. Ouais. Oui. Ensuite on a dans le rôle du loser magnifique qui était incarné par Harry Dean Stanton avec son impair à la Colombo, qui est remplacé par Pam Grier, donc qui incarne une sorte de double rôle de trans. Non mais ça c'est Cardiac Hershey qui est doublé par un homme quand même. À quoi ? Alors j'y reviendrai, je sais à quoi ça sert. Aujourd'hui j'ai une lecture. Très tout. Mais on y reviendra. Mais ça c'est complètement con. Donc pourquoi pas, hein. Voilà, donc Pam Grier, vas-y, continue, tu le fais bien. L'année avant de Jackie Brown, hein, qui fait déjà son comeback avec ce film-là, qui a un rôle important quand même dans le film. On a pour remplacer Ernest Borgnine, qui faisait le chauffeur de taxi. Donc là on a Eddie Map to the Star, incarné par Steve Buscemi. Et on pourrait même, comme je te dis, t'as deux versions. Tu peux même rajouter le personnage du surfeur avec Peter Fonda. Aussi. C'est vrai qu'il y a un surfeur dedans. Oui, mais c'est important, c'est Los Angeles, mec. Donc il faut qu'il y ait du surf. Donc voilà. Donc non, tu le fais bien. Après, qu'est-ce que t'as d'autre au casting ? Alors on a... Qui c'est que j'ai oublié ? En lieu et place de l'opposant. Parce que quand même, il faut le dire, la Némésis, dans le cinéma de Carpenter, quel que soit le film, hormis aller à la rigueur... Hormis The Thing ou Prince des Ténèbres, où c'est un effet spécial, la Némésis, mais on a toujours des opposants forts. Donc, en lieu et place de The Man, du duc de New York, Isaac Hayes, Monsieur Isaac Hayes, exactement, grand musicien. Je pense qu'en matière de charisme,
pense qu'il est dans un petit top 10 quand même sur les films de genre. Attends, le mec était le duc. Le duc de quoi? Le duc de New York. Le duc de New York. Donc il était important. On va chercher... Mais ça, c'est incroyable aussi. Mais après, ça, c'est aussi Carpenter. C'est-à-dire que tu peux regarder un film de Carpenter où l'acteur principal est incarné par un catcheur que personne ne connaît. Oui. Voilà. Ça c'est incroyable. Donc là, pour aller incarner un révolutionnaire sud-américain, il va chercher un acteur français. Georges Coraface. Georges Coraface que vous avez pu certainement voir dans beaucoup de productions estivales de TF1. Voilà, mais c'est clair. Donc imaginez que un réalisateur américain va vous chercher une tête d'affiche de Plus belle la vie. Voilà, c'est à peu près ça. Hein. C'est exactement ça. C'est incroyable. Dans ce rôle de Cuervo Jones. Voilà, Cuervo Jones, révolutionnaire sud-américain. Avec incroyable. Un béret et un bazooka. Voilà, exactement. et par contre, la barbe est vraie. Oui, tu vois, c'est pas un postiche. Ah oui, voilà. oui. Non, là, il a bien fait le truc. Il a ce qu'il faut. Au rayon des petites réjouissances, ah oui. Voilà, des petits biscuits. Tu vas parler de Valeria. Voilà, donc on a Bruce Campbell. Oui, aussi. Dans le rôle du chirurgien en chef de la clinique de Beverly Hills. Voilà. Donc je précise, parce que c'est... Qui est méconnaissable. Hein. Ah, méconnaissable, mais qu'on reconnaît aussi. C'était très bien. Méconnaissable, mais reconnaissable. Et parce que moi, j'ai toujours la note un petit peu sexy. Parce que mais parle de Valeria. Vas-y. Ah non, mais moi, je parlais pas de celle-là, moi, de sexy. Oui, celle-là, tu parles de Michelle Forbes. Non plus. Non, elle est pas sexy, elle, Michelle Forbes. C'est Carla. Carla Gugino. Je confonds Valeria Golino. C'est la voilà. même, mais encore moins connue. Voilà, Valeria Golino, c'est la frisée de Hot Shots. C'est ça. Voilà, qui est venue payer son loyer dans ce film-là. Voilà. Elle est toujours Mimi, elle... Exactement, mais moi, celle que je préfère, c'est Hadji Langer, dans le rôle de la fille du président Utopia, qu'on voit du début du métrage jusqu'à la fin du métrage quasiment en string, et ça fait toujours plaisir. Il faut que je regarde ce film, il faut que je revoie. C'est le côté un petit peu misogyne et machiste de ce podcast, c'est important. Et qu'on a pu voir aussi courir au ralenti dans des épisodes d'Alerte à Malibu. Et ça, c'est important. Voilà. Donc j'aime bien, moi, remettre un petit peu de temporalité, un peu de Mitch Buchanan dans ce... On est toujours dans TF1, hein. On a parlé des sagas estivales, c'est un casting. Voilà, en tout cas, et c'est bien, merci d'avoir cité Michelle Forbes, qui est aussi expressif qu'une porte de prison dans ce truc-là. Donc voilà, on a couvert à peu près tout le casting de cette suite incroyable. Voilà, donc vous avez le casting de New York 97 et vous descendez de 10 marches et vous avez celui de Los Angeles 2013. Donc voilà, le truc qu'il y a là-dedans, c'est on prend les mêmes et on recommence, et moi c'est le principal problème que j'ai de ce film-là, parce que ce film-là, je l'ai déjà vu, et en mieux, et ça s'appelait Escape from New York. Bon, par où on commence ? Alors, on va peut-être parler des aspérités, parce que on est d'accord sur tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire film en moins bien, ils refont le même film, donc pourquoi, etc. Sauf que, quand on gratte un peu, en fait, autant le premier film se coltinait tous les poncifs du film de SF. Anticipation, punk à chien, futur nihiliste, quasiment tourné intégralement de nuit, avec des couleurs très très froides, nappe de synthétiseur. Ce film-là, le Los Angeles 2013, c'est un film contestataire, qui va parler presque des rebelles cubains à peine déguisés dans un film de SF. C'est-à-dire qu'on a de la guitare, on a beaucoup moins de synthé. Alors du coup j'ai noté au passage, parce que là tu vois c'est un peu Metal Advisory qui s'invite à 7ème dimension. Bien sûr, vas-y. Donc soundtrack bien présente, donc c'est-à-dire que contrairement à certains films où on met parce que n'oubliez pas, il y a la Inspiré 2 et la bande originale 2. Oui, il y a 2 disques qui sont sortis. Voilà. Et dans la soundtrack, effectivement, on retrouve du White Zombie, du Deftones, du Clutch, et ça s'entend à l'écran. Et ça fait plaisir. Oui. C'est même annonciateur, au final, du futur travail sur la bande-son de Vampire et de Ghost of Mars. Exactement, c'est à partir de ce film-là qu'il commence à introduire des collaborations avec des groupes et des artistes un peu métal. D'ailleurs, dans la bande-annonce de Los Angeles 2013, vous pouvez très facilement la revoir sur YouTube, c'est-à-dire que le film, c'est à la Verhoeven, ça commence avec des phrases assénées sur un écran. N'oubliez pas, vous êtes dans une séance de cinéma, donc il ne faut pas que vous... Pas d'alcool, pas de drogue, pas de tabac, pas de... Voilà. Et là, on a Kurt Russell qui parle au spectateur, qui dit « Vous commencez à m'ennuyer avec vos règles à la con ». Et donc là, ça commence
avec un montage sur la musique de White Zombie, et à la fin, Carpenter qui refait une saillie qui parle au spectateur. Donc déjà, la bande-son était inclue dans la bande-annonce officielle, donc ça faisait plaisir. C'est bien ça le problème de ce film, c'est-à-dire que en remontant les infos, en creusant, donc quand tu dis que Carpenter s'adresse au public... Par le biais de son acteur, par le biais de Kurt Russell, et ben on va arriver c'est ça qui est dommage. Au franchissement du 4e mur. À la tristesse, c'est pas le franchissement, la tristesse de cette œuvre-là, c'est que, donc on va le dire, hein, ce qui sauve le film, c'est son final. Oui. Voilà. Final non shooté par Carpenter. Alors, on lui a je suis retombé en préparant l'émission sur une interview. J'ai cherché. La question lui a été posée et il soutient qu'il a réalisé tous les plans de ce film. Non. Donc j'ai pu glaner des infos. On peut citer aussi les sources. Hein. Donc il y a aussi d'autres podcasts qui ont pignon sur rue et je me fie aussi aux infos parce que ça avait été relayé dans la presse, etc. Et notamment Capture Mag avait fait un épisode sur Carpenter et il le confirme bien. Que Carpenter était en incapacité d'assurer certains plans à la fin du tournage parce qu'il était HS, voilà. Il disait qu'il avait la grippesse sur le tournage. Et c'est Kurt Russell, notamment, qui a shooté, s'est mis en scène dans ce fameux final. Et quand on regarde la bande-annonce, c'est pour ça que j'ai fait l'effort aussi, en même temps, j'ai envie de vous dire, mais là je m'adresse à Paramount Pictures France, qui ont édité cette somptueuse galette dépourvue de bonus, mais au moins on a la bande-annonce et j'ai envie de dire l'essentiel est là. Et le plan que tu viens de citer, vous commencez à m'ennuyer avec vos règles, est issu n'appartient pas au film, est issu des mêmes séances de shooting qui ont été faites par Kurt Russell pour le final. Donc oui, donc il en a profité pour faire des plans. La théorie est la suivante. Et après, j'étayerai et je déroulerai. Si on considère... il faudrait peut-être raconter de quoi parle la fin. Comme ça, oui, après, mais si on considère que ce final a été shooté par Kurt Russell, si on considère que le film est produit par Kurt Russell, si l'on considère qu'il écrit ce film-là et qu'il a poussé au cul pour faire le projet, et on parlera des autres problèmes qu'il y a dans le film qui sont liés à Carpenter, moi j'ai envie de dire que ce qu'il y a de bien dans Los Angeles 2013 n'est pas du fait de Carpenter. Il est du fait de Kurt Russell. Voilà. Ça, c'est moi ce que j'en pense. Maintenant, on va revenir un petit peu à ce que raconte. Donc, tu as pitché le film. Voilà. Donc, c'est de nouveau... Bon, c'est dans le titre. Hein, il faut s'échapper d'eux. Donc, ce qu'il y a à se mettre sous la dent... Pourquoi on peut voir ça comme un diptyque et pourquoi ce film-là est un miroir, donc c'était déjà visible à l'époque, c'est-à-dire autant New York 97, donc Escape from New York, il fallait la ville de New York, donc la péninsule, parce que c'était isolé, voilà, c'était ce milieu carcéral, c'était pas un bon endroit, donc la liberté se trouvait à l'extérieur, donc effectivement, il y a vraiment une envie d'en sortir. Oui, Manhattan, c'est une ville-prison. Voilà, donc il y a vraiment une dangerosité. Autant dans Los Angeles 2013, c'est l'inverse. Oui, c'est le continent qui est la prison, et c'est Los Angeles qui est la terre de liberté. Donc, effectivement, ça valide qu'on ne regarde pas tout à fait le même film, même si c'est le même film, même si, et je vous invite à le faire pour ceux qui ont que ça à faire, mais si vous regardez les timings des séquences, comment elles s'enchaînent, vous verrez que le moment où Kurt Russell s'assoit à mi-parcours dans New York 97, à peu près le même timing dans Los Angeles 2013, même scène. Donc hormis les archétypes, c'est quand même putain de merde le même film. Ah mais de toute façon, personne ne s'en est caché. Carpenter l'avoue, voilà, moi ça me pose un problème. De toute façon, ça me posera toujours un problème, ce genre d'histoire où, oui, on fait ça pour une nouvelle, pour un nouveau public. Et ça, j'en profite, parce qu'à 7ème dimension, on est vulgaire. Putain, mais allez vous faire foutre. Je veux dire, si t'as pas vu le film, t'as pas vu le film. Voilà, t'as pas vu le film, c'est pas grave, t'as qu'à aller le voir en fait. Moi j'ai toujours vu ça comme... moi à l'époque, quand je regardais en boucle ce film, comme d'autres Carpenter, c'est que moi c'est un parallèle qui me faisait rire, personnellement.
connaissant Carpenter et là où il en était à cette carrière-là, puisque la différence elle est limpide, c'est-à-dire qu'au départ il s'approprie des codes de films de genre parce que sa carrière débute et qu'il est plein d'entrain, il fait des films premier degré, et là clairement Los Angeles 2013 est un constat sur son échec, sur l'industrie hollywoodienne qui est gangrénée par le pognon, etc. Il est en mode complètement désabusé. Si t'es bien luné, tu te dis wow, il envoie un gros fuck, et là on parle même pas encore de la fin, mais il envoie un gros fuck à toute l'industrie en disant vous me donnez 50 millions, et au lieu de vous faire un truc hyper spectaculaire, je vous fais exactement le même film et allez vous faire foutre. Mais ça, c'est comme si t'es bien luné, c'est comme ça qu'il faut le prendre en fait. Ou alors si t'es pas bien luné, tu te dis j'ai payé 2 fois et puis j'ai 2 fois le même film. Oui, mais voilà, ce que tu dis, les deux se valent, hein. Mais je le comprends. Mais toi, en tant que spectateur, enfin, comment dire, tu t'en fous en fait. Toi, à la base, t'es venu voir un film. Oui. Oui, mais là... T'es pas venu voir le mec qui te raconte... Tu vois ce que je veux te dire ? On s'en fout, quoi. Il est où le film, là-dedans, en fait ? Le problème, il est là. Et tu vois, on en parlait en off tout à l'heure, parce que, voilà, c'est très bien. Nous n'avons pas la même façon de recevoir le dernier Matrix. Matrix, le dernier, le Resurrection, c'est le même postulat que Los Angeles 2013. C'est-à-dire que c'est hyper méta, et Lana Wachowski en profite pour te raconter un peu le concept du film lui-même. Sauf que, je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas Matrix Resurrection, il y a un film. Il y a même plusieurs films à l'intérieur. Putain, il y a du cinéma, quoi. T'as payé ta place, il y a des trucs. Il y a peut-être des trucs que t'as pas demandé, mais les trucs sont mis en scène et ça ouvre sur plein de choses. Là, oui, c'est un film que t'as pas payé pour ça, mais t'as quand même un film, je suis d'accord avec toi. Voilà, là, Los Angeles 2013, voilà, on va parler des problèmes. Maintenant, on a dit... et on arrivera sur le final, on le décrira. Donc pareil, oui, on spoil, mais en même temps, sur un film de 96, c'est plus du spoil, fallait le voir. Voilà, désolé, je suis pas méchant, mais bon. À partir du moment où le film vaut surtout pour sa fin, on est obligé d'en parler, quoi. Donc, effectivement, moi je vais parler de ce qui incombe à Carpenter, on va en parler. Bon, déjà, Carpenter, il est connu pour sa musique. Moi, c'est la vérif, donc ça veut dire que je me suis refait le film. Moi, ce film-là, en fait, je l'ai dû le voir. Allez. C'est 4 fois, c'est le bout du monde. La 4e fois, c'est ce que j'ai vu ces jours-ci par rapport à mon Blu-ray. Et effectivement, cette musique, il l'a fait avec Shirley Walker. Il a toujours eu des gens pour composer avec lui. Alan Wars, par exemple, et ou sinon, comme on l'avait dit, des associations avec des groupes, etc. Généralement... Shirley Walker, c'est celle qu'il avait sur les aventures d'un homme invisible. Putain, la musique des aventures d'un homme invisible, c'était de la merde. Et là, la musique, elle est naze. Donc oui, il y a le thème. Il reprend le thème. Ouais, je suis pas d'accord, il y a des... Bon, ça fait le job, quand même. Oui, alors ça fait le job, merde. Enfin, tu vois, t'attends un peu plus que ça. Je te donne un exemple. Halloween, c'est le principe du film où la musique sauve le film. Oui. S'il n'y a pas la musique, tu vois, c'est un peu comme chez Argento. T'enlèves les gobelins, enfin les gobelins, on va le dire en version française, t'enlèves les gobelins, ça n'a pas la même gueule. Et là, putain, j'ai écouté, notamment dans des... Bizarrement, tu verras, là où la musique elle est la plus nulle, c'est quand il y a des scènes à effets spéciaux. Et t'as des espèces de... C'est des morceaux de score que tu pourras acheter sur des banques de sons. C'est tout pourri, quoi. Par contre, quand c'est des musiques d'accompagnement de scènes un petit peu tendues, mais en vase clos, ou du film Racé, dont Carpenter s'était fait une spécialité, là, ça marche. Voilà. Alors que c'est pas des nappes de synthé. D'habitude, ça marche. Parce qu'il y a des nappes de synthé. Il y a un duo, une valse entre les images et le synthé. La nappe sans les images, désolé, mais c'est voilà. Et t'as l'image sans la nappe, c'est pas du Carpenter. Là, j'ai réécouté un petit peu la BO tout à l'heure avant de partir. Du coup, j'ai écouté que la première moitié du film. Là où il n'y a pas trop d'effets spéciaux, je trouve que ça marche quand même pas mal. Et c'est pas du Carpenter, c'est plutôt du Shirley Walker avec beaucoup plus de rythme. Moi, je te le dis, j'aime pas. Honnêtement, j'aime pas. Et pour te dire, pour que je dise que j'aime pas, c'est que ça m'a posé problème. C'est-à-dire qu'en le regardant, je dis oh là là,
qu'est-ce que c'est que ce vieux... Tu sais, on dirait presque un faux truc tout pourri, façon expressionniste allemande, tu sais, où, tu sais, le truc, attention, il y a quelque chose qui va arriver, ouh, le truc est tombé. Ouais. C'est, voilà, ça accentue. Bon, moi, je trouve pas que ça soit une de ces bonnes BO, voilà. Donc, tu vois, par exemple, Le Viager d'année, eh ben, c'est un film de commande, mais tout est parfait. Voilà, par exemple, hein, voilà, il n'y a pas d'âme, mais tout est parfait. Donc, la musique, bon, voilà, ce qui est un combat Carpenter, la musique, c'est pas top. Et putain de merde, et c'est là où on va en venir, le vrai problème de ce film-là, et je pense que c'est aussi son côté, hormis le côté recyclage de l'histoire, où t'as pas grand-chose de nouveau, au final, t'en sais autant avant qu'après, donc ça ne rajoute rien au personnage, et ça c'est un vrai problème aussi. Hein. Si on se fie, allez, on va faire un peu les intellectuels, si on se fie au parcours du héros de Joseph Campbell, hein, si on suit le truc là, le point A vers le point B, putain, j'ai envie de faire une analogie avec le dernier Avatar, je vais pas te spoiler, hein, je vais rien te dire, parce que Thomas ne l'a pas vu, mais putain, pourquoi le personnage n'avance pas? Voilà. Alors oui, hein, la tagline, plus les choses changent et plus elles restent les mêmes. Oh super, merde, putain, super quoi. Oui, tu vas au bar du coin, il y a toujours la même bière. C'est génial, voilà, j'ai perdu 1h40 de ma vie pour avoir le même... bon, super, je vais me bouffer quoi? Une fin sympa, 5 minutes sur 1h40. Non mais là tu pointes du doigt le problème du film qui est un fort problème aussi, c'est que le film, enfin Carpenter, il est, comme on l'a dit, il est à un point de sa carrière où c'est là où ça bascule, où il a presque plus rien à foutre. Il fait un petit barreau d'honneur sur le film suivant parce qu'on lui donne la possibilité de faire quasiment un vrai western, mais tu le vois sur Ghost of Mars, c'est une blague ce film. The Ward, il n'y a rien. Alors, moi j'adore Ghost of Mars. Moi, je trouve que sur Ghost of Mars, j'ai Carpenter. Mais t'es pas objectif, il y a Ice Cube. Mais peut-être, mais en tout cas... Parce qu'il y a Ice Cube dedans. Non, c'est pas parce qu'il y a Ice Cube, parce que tout est mieux, tout est 100 fois mieux que dans ce film-là, et il y a moins d'argent. Les maquettes sont mieux, les effets sont mieux, la Némésis c'est mieux. Moi j'ai l'impression d'avoir un film au ralenti. Alors que sur Tunnel 2013, t'as un petit peu de morceaux de guitare, t'as le par-dessus en cuir, t'as Kurt Russell avec sa barbe de 3 jours, t'as pas une Natasha Henstridge qui est en mode sous-jeu, bon voilà. Bah écoute, il a exploité le Natasha Henstridge, fallait voir d'où elle venait quand même, hein, apparaître à poil dans La Mutante. Désolé, hein, c'est pas... Oui, mais elle est à poil dans La Mutante. Voilà. Oui, elle est à poil dans La Mutante, mais bon là il l'amène à, déjà d'une à pas être à poil et à jouer. Et il en tire le meilleur, comme il avait fait avec Roddy Piper. Alors, Roddy Piper, c'est... Enfin, sur le papier, personne l'embauche, Roddy Piper, tu vois ce que je veux te dire. Donc là, bon, la musique, c'est nul. La particularité de Carpenter, tu vois, il vient de la série B, il vient du petit budget. Donc, comme il a officié dans le fantastique, ce mec, voilà, ce réal, normalement, a l'intelligence et sait filmer de l'effet spécial. Physique. Oui, mais de l'effet spécial animatronique et tout. Il filmé de l'effet spécial. Oh putain, là c'est un carnage. Et le Blu-ray n'arrange rien. Alors, c'est ce que je t'avais dit en off avant qu'on vienne avant que tu viennes dans cette émission, c'est que putain, sur les plans d'exposition, tout est pourri. C'est-à-dire que il y a les matte painting. Je veux dire, on va faire un comparatif. Escape from New York, bon oui, on y revient toujours, c'était Cameron qui s'occupait des peintures sur verre en arrière-plan. C'est le même process, parce que c'est un décalque du film. Là, les matte painting, je te jure, voilà, pour les connaisseurs, c'est insolite sur After Effects, avec un bruit fractal, il n'y a même pas un flou gaussien, histoire de... Le truc est posé, il vibre en arrière-plan, c'est mal éclairé, et le mec, il shoot en fixe, en large, même pas couvert, le machin, il n'y a même pas... Donc, d'ailleurs, j'ai pas noté. Est-ce que c'est son chef-op habituel? Est-ce que c'est Gary Bekibé ou Dante Spinotti ou un truc comme... Je sais plus. Mais en tout cas, la photo, c'est de la merde. Donc, on est en 96. Donc, c'est pour ça qu'on a remis les... Donc, effectivement, on est dans ce qu'on appelle le CGI porn, le digital porn, c'est-à-dire que lui, il fait un choix que même un tocard comme Roland Emmerich n'a pas fait. C'est-à-dire que pourquoi Independence Day se regarde encore correctement aujourd'hui, c'est que Roland Emmerich avait eu l'intelligence de marier maquette et digital. Et le digital, lui, il vient en soutien, voilà, derrière. Une nuit en enfer, qui était un très petit budget, bon, hormis 2-3 morphings, ça passe, parce qu'il y a encore du physique. Donc lui, il en a rien à foutre. Il fait du full CGI en plan fixe, en plan large.
tu vois vraiment que le mec, il en a rien à battre. Donc, l'intro, il y a de la maquette. Parce que là, ah oui, tu parles de l'intro maquette, avec le tremblement de terre. Il n'y a pas de photo, tout est plat. Je me souviens que c'était moche. T'as l'impression que c'est ton gosse qui fait tomber ses voitures. Mais moi, quand je pense au film, je pense aussi à la vague surfée par Peter Fonda. On va y venir, attends, je vais tout te lister dans l'ordre. Parce qu'en mocheté, il y a ça aussi. Hein. Donc, l'intro est calamiteuse. Voilà, l'intro est calamiteuse. Mais de toute façon, en même temps, j'ai envie de te dire, c'est même pas tant un problème d'effets spéciaux, c'est un problème de tout. C'est un problème de cadrage, c'est pas pensé, c'est plat. On en parlera parce que tu viendras dans l'épisode plus tard sur la deuxième partie de Predator. On dirait que c'est les frères Strauss qui ont cadré ce putain de truc. Non, c'est pas cadré, donc c'est dégueulasse, c'est pas éclairé. Donc ensuite, mon Dieu, on a eu Jurassic Park avant quand même. On a eu des trucs en place, même The Crow, parce que peu de gens le savent. The Crow, c'est aussi du CGI parce qu'on intègre, on a de la rotoscopie, on a un travail pour reprendre des plans avec Brandon Lee, etc. On a la capacité. Putain, les hélicos sont en plastoc. La réflexion est toute pourrie. Même l'espèce de clin d'œil à New York 97, alors je fais des trucs avec mon doigt, j'essaie de lui montrer. Oui, c'est un doigt qui tourne. Voilà, je traduis. À un moment donné, il te montre le pénitencier avec des petites tourelles, là, et c'est censé être de la 3D, tu sais, en mode fil de fer, tu vois, c'est censé être ça. Même ça, c'est dégueulasse. J'ai regardé au ralenti, tu sais, parce que alors nous on bosse, voilà, vous le savez pas, on bosse dans ces milieux créa, donc c'est-à-dire que, tu sais, quand ça doit diminuer en scale et que ça doit se poser à l'angle, et tu sens qu'il y a un keyframe qui est... Oh non, je dis c'est pas possible. Même ça, c'est foiré, quoi. Voilà, même ça, c'est foiré. Donc, ça, c'est foiré. Il y a un malaise aussi que ressentent les acteurs que j'avais pas vu, que j'avais pas noté à l'époque, mais c'est le même malaise qu'a notre ami Ewan McGregor et Liam Neeson dans La Menace Fantôme, quand tu vois qu'ils regardent pas droit Jar Jar Binks parce qu'ils savent pas ce qu'ils regardent. Donc, t'as Michelle Forbes qui met un petit CD-ROM, pareil, une technologie, et ça j'adore aussi, la SF à la con, avec des technos à la con, où elle met un petit CD-ROM, et ils regardent tous comme ça, comme des... ils ont tous l'air, le regard vitreux, ils savent pas ce qu'ils regardent en fait. Voilà, donc il y a... Voilà, et tout ça est en plan large, et même Kurt Russell, qui est intégré à un moment donné dans une espèce de... Voilà, alors là il anticipe plutôt bien ce que sera le métaverse, espèce de réalité virtuelle, même lui il regarde pas au bon endroit, c'est dégueulasse, les incrustes sur fond vert sont dégueulasses, les maquettes sont dégueulasses, la 3D est dégueulasse, putain, il y a rien à sauver, quoi. Ah, mais en matière d'effets spéciaux. Mais oui, mais tout. Les décors, ils sont le mélange de tout. T'as l'impair en cuir. Ah, il est nul, ce truc. Et bon, allez, on en parle. Les pires effets spéciaux, la palme des pires effets spéciaux, c'est lequel pour toi? Mais moi, c'est la vague de surf. C'est pas la moto? Et la poursuite à moto, quand t'as cette moto toute droite qui vient se poser à l'arrière, tu t'en rappelles pas de ce plan-là? Non, je m'en rappelle pas. Mais par contre, non, moi je me rappelle de Peter Fonda et Snake vers la fin du film où il dit « Allez, vas-y mon garçon, oui, ça, c'est l'esprit du surf est avec toi. » Il y a Point Break qui sort 5 ans avant quand même. Il y a Point Break qui sort avant, et tout est filmé mollement, platement. Oui. En fait, ça existe qu'au montage. Il faut savoir que Carpenter, ça a toujours été un réalisateur il a souvent filmé les effets, comme tu disais, mais c'était tout le temps des effets à l'ancienne, c'est-à-dire une conception du cinéma fantastique avec des animatroniques, des créatures, pas une excuse, même sur l'Entre de la folie aussi, il y a pas d'effets spéciaux. Thomas, c'est pas une excuse. Oui, mais quand on dit aux auditeurs depuis le début que Carpenter est un réalisateur classique à l'ancienne, tu lui donnes des effets numériques, le mec, il a quel âge quand il fait ce film-là? Il est sur la fin de sa carrière, c'est pas là qu'il va commencer honnêtement, à réfléchir. Je pense qu'il a la cinquantaine bien tapée, donc il est jeune. Non, c'est... Je pense qu'il c'est quelqu'un qui sait pas filmer des effets spéciaux numériques. Honnêtement, mais c'est bien, j'aime bien cette vérif, on a un vrai débat. Quand on met en scène des effets visuels, sachez qu'il y a un poste qui est important, c'est souvent ce qu'on appelle le DA, communément en com. Donc on a toujours, tu vois, par exemple pour les Matrix, il avait été oscarisé, c'était John Gaeta. John Gaeta ne fabrique pas lui-même des trucs, il supervise l'ensemble. Donc là, alors, ce que fait Carpenter à l'époque, avec ce budget-là, putain, il a 50 millions sans déconner, avec ce budget-là, il dispatche, et ça c'est la mauvaise idée dès le départ, il dispatche du coup sur plusieurs boîtes, dont la boîte Buena Vista.
qui est une boîte qui a coulé en termes d'effets spéciaux. C'est eux qui sont responsables de toute la merde que vous voyez à l'écran, et cette boîte a coulé, et elle était déjà en train de couler au moment où... Donc ça, c'est une erreur aussi, c'est une erreur de prod, voilà. Et des erreurs de prod, il y en a, hein. Regarde, si on cite le Babylon AD de Mathieu Kassovitz, c'est exactement aussi le même genre de cas de figure, où Kassovitz est dépassé par le tournage, et il fait appel à des boîtes d'effets visuels qu'il ne supervise pas lui-même et qui font de la merde en fait. Donc moi, ce que je pense réellement, parce qu'il faut comparer avec d'autres choses à l'époque qui étaient sorties avant, pendant et après, je pense fortement que Carpenter, là-dessus, il est absent. Donc c'est-à-dire que sur ce tournage-là, il est aux abonnés absents. Il met son nom, il fait le taf, il prend l'argent, et c'est tout en fait. Mais après ça peut se comprendre aussi. Un réalisateur qui, par la force des choses, sa carrière a été brisée par des échecs successifs. C'est quand même quelqu'un qui s'est pas épanoui là-dedans, mais qui a fait le job sur des tout petits budgets, qui s'est senti bien avec toujours les mêmes techniciens autour de lui, des petites équipes fidélisées et tout, et qui tout d'un coup se retrouve à la tête d'un budget de 50 millions à gérer des effets numériques. Le mec, soit il y a des réalisateurs qui se révèlent, qui se disent même ça ils le font bien. Carpenter, faut reconnaître que c'est quand même un réalisateur qui a une aura aujourd'hui parce qu'il a quasiment jamais fait de bouse. Mais sur ce film-là, on s'aperçoit qu'il n'est pas fait pour diriger des gros budgets et des effets spéciaux numériques. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. Donc peut-être que ce film aussi est intéressant dans sa carrière pour répondre à cette question. S'il n'avait pas eu le bid de The Thing, etc., en fait, je pense que tu viens de le dire, et moi je suis d'accord avec toi, Carpenter, et on peut le comparer à Shyamalan, parce que c'est un peu le même cas de figure, ce sont des réalisateurs qui ne sont pas faits pour mettre en scène des effets visuels. Ce sont des réalisateurs qui ont des petits gimmicks, du plan séquence, un positionnement, une direction d'acteur, du huis clos. Ils ne sont pas en capacité, voilà, pour faire ça. Shyamalan, c'est l'exemple parfait. Les pires films de sa carrière sont les films qu'il a acceptés de commande, à gros budget. Il ne sait pas filmer l'action. Par exemple, Tarantino, au départ, parce que lui, il a compensé par sa qualité d'écriture, mais si on regarde bien, il a commencé à vraiment être un metteur en scène, non pas de dialogue, mais visuel, à partir des Kill Bill. Et ça lui a demandé un gros travail de réflexion qui aboutit aujourd'hui, si on regarde Once Upon a Time in Hollywood, c'est vraiment, il pourrait s'arrêter après ce film-là, c'est le juste équilibre où on a des plans contemplatifs, où il y a très peu de dialogue, où il y a de la vraie mise en scène, en fait, de l'éclairage, etc. Et Carpenter, c'est malheureux, et on le voit avec ce film, n'est pas en capacité. C'est que des mauvaises décisions. Et à sa place, d'autres l'ont fait. Je vais citer un autre exemple. On prend l'exemple de George Miller. George Miller, quand il fait le Mad Max que personne n'aime, le 3, au-delà du Thunderdome, Beyond Thunderdome, il perd son producteur dans un crash d'hélico. Il fait appel à un autre réalisateur en soutien parce que humainement, il n'est pas capable, parce que voilà, les gens ne le retiennent pas, mais le troisième Mad Max est réalisé à 4 mains en fait. Il y a un autre réalisateur qui vient lui prêter main forte pour finaliser les plans parce qu'il n'en est pas capable. On a aussi un autre exemple, Zack Snyder. Zack Snyder perd sa fille, il passe le relais sur Justice League parce qu'il n'est pas en capacité. Et je pense que, et c'est là que peut-être Kurt Russell aurait une carte à jouer, parce que ça aussi, si vous remontez sa carrière, on ne le sait pas, mais Kurt Russell réalise beaucoup de plans de films dans lesquels il joue, comme par exemple Tombstone, où on lui doit les meilleurs plans. Peut-être qu'il aurait fallu que Kurt Russell endosse à 50% peut-être la réalisation de ce Los Angeles 2013 pour que ça ait une autre gueule. En l'état, ce que le public réceptionne en salle, et même aujourd'hui en Blu-ray, c'est ce qu'on appelle un accident industriel. Voilà. Et on le voit visuellement. Ouais, mais ça lui est beaucoup pardonné par cette fin, on va y arriver à cette fin, qui sauve le film, comme tu disais tout à l'heure. Et c'est vrai que aujourd'hui, Carpenter jouit d'une aura de bienveillance. Pas pour service rendu, parce que c'est quand même quelqu'un qui... tout le monde c'est un peu comme le syndrome Poulidor en France, tu sais, où t'as plus de sympathie pour le perdant, et Carpenter restera ce loser magnifique. C'est Harry Stanton dans le New York 97. Carpenter, pour ceux qui ne savent pas, c'est que The Thing marque un point d'arrêt dans sa carrière parce qu'il a la malchance
de sortir le même été que E.T. Et Spielberg a ce génie de savoir que le public à ce moment-là voulait pleurer, et Carpenter sort un film complètement nihiliste, avec des horreurs à l'écran, et tout le monde tombe sur The Thing et tout le monde en Sin City. C'est à cause de ça que la carrière de Carpenter s'arrête net. Et aujourd'hui, tout le monde aime bien Carpenter parce que c'est quand même quelqu'un qui a toujours fait des films totalement sans battre les couilles non plus, qui a toujours livré des produits faits de manière très 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 consciencieuse. Il y a toujours quelque chose à sauver dans ses films. C'est pas quelqu'un qui a fait 3 films et qui en a fait 15 derrière qui sont tous à jeter. Il y a très peu de Carpenter mineurs, il y en a quelques-uns, mais il y a toujours un truc à sauver dedans. Et ce Los Angeles 2013, il est sauvé par plein de petites tailles, comme on a dit, c'est-à-dire le côté Kurt Russell en tête d'affiche qui fait le job, le côté très anard du film aussi, qui est représentatif de la fin de carrière de Carpenter, la fin dantesque dont on va parler, et finalement le fait qu'il prend pas même le fait de faire un faux film, tout le monde l'a excusé en fait. Oui, et effectivement, parce qu'après, voilà, c'est pour ça aussi que je suis un peu plus en colère aussi sur ce truc-là, parce que qui aime bien châtie bien, et c'est vrai que c'est dommage, c'est un rendez-vous manqué. Alors, avant d'arriver sur ce final... Alors pourquoi tu l'as acheté ce Blu-ray, dis-moi ? Alors, je vais y venir. Aujourd'hui, je me rends compte de certaines choses, alors notamment dans l'époque dans laquelle on vit, hein. Voilà, ça c'est des choses que j'aborde. Attention, l'effet vieux con. Podcast, mais effectivement, ce film-là, à l'époque, et souvent Carpenter le disait, mais je voyais pas le lien, il disait souvent qu'il il parlait de sujets en sous-main, mais que ça serait plus clair dans quelques années. Voilà. Et j'ai lu cette phrase dans de nombreux entretiens et tout ça. Je me disais, mais putain, quel sujet, voilà son truc. Donc tu as parlé de la bande-annonce. Donc, il est interdit, vas-y, qu'est-ce qu'il dit dans la bande-annonce ? Eh bien, il est marqué qu'il est interdit de fumer, de boire, de consommer des femmes, sauf si on est marié, et il faut que le mariage soit validé par le gouvernement. On va rester là-dessus. Et c'est vrai que aujourd'hui, en fait, et c'est pour ça que ce film-là, maintenant, prend une autre dimension, ce qui nous est donné à voir, ce qui est décrit en sous-main, est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Alors je dis pas que nous sommes dans une prison, ça n'a rien à voir. Je dis juste que, bizarrement, 2 films des années 90 comme Demolition Man ou Escape from LA décrivaient un futur où tout le monde se marrait à l'époque. On est dans ce futur-là. Donc c'est-à-dire qu'il est interdit de manger de la viande rouge. Alors je suis désolé pour les auditeurs, ça aussi. Et les auditrices qui vont écouter, qui sont peut-être véganes, végétariens, etc. Mais ça c'est très bien. Mais je veux dire, chacun fait ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on sent le dictat très qui vient d'outre-Atlantique, hein, très il faut appartenir à une communauté, que ça soit woke, hashtag machin truc, hashtag truc. Et effectivement, ce côté qu'il y a dans la bande-annonce, on le vit aujourd'hui. Donc et d'autant plus au sortir du Covid. Donc ce qu'on peut voir dans le film, cette espèce de perte de la citoyenneté parce qu'on n'a pas respecté certaines règles, c'est un peu ce qu'a pu ressentir certaines personnes qui étaient opposées au vaccin, par exemple. C'est-à-dire qu'on leur interdisait quelque part par ce côté, parce que le pass sanitaire, c'est un peu le contrôle, voilà, on exacerbe par rapport à ce film, du gouvernement qui valide si tu es un bon citoyen, si tu as le droit d'aller dans un restaurant, si tu as le droit de boire un coup dans un bar, et si toi, en fait, tu te la joues, admettons, à la Snake, en disant ben non, allez vous faire foutre, moi j'ai pas envie, je veux penser par moi-même, je veux pas me faire vacciner, et ben non, tu ne fais rien en fait. Donc effectivement, quand je vois ça, je me dis putain oui, il a anticipé tout ce que nos sociétés néolibérales, tout ce que les technocrates mettent en place. Il l'a anticipé en un film. Et rien que pour ça, ce film-là est important à regarder aujourd'hui en fait. Voilà. Chose qui n'est pas présente dans le Escape from New York. Parce que Escape from New York, il y a un petit contexte politique, mais léger. Alors que là, toute la société qui décrit tout ce qui nous est montré, je veux dire, Cliff Robertson, c'est un Donald Trump en puissance, déjà visible. Là, je vais développer, après tu rebondiras. Ce qu'il nous montre avec sa techno à la con, où il nous montre que la fille du président a été séduite dans une espèce de réalité virtuelle
par Cuervo Jones, etc., toutes ces manipulations, sont les utilisations qu'on fait des réseaux sociaux, ce que font des gouvernements, ou ce que font des personnes pour séduire d'autres personnes à distance. Donc tout ça est en sous-main. Ce qu'on voit aussi par rapport à la religion, parce que Cliff Robertson incarne bien ce côté puritain, très catholique, etc., parce qu'il essaie de se casser très rapidement pour aller prier. Donc, il y a tout ce côté-là. Putain de merde, c'était déjà présent. Et on y est, en fait. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce film. Donc voilà, après, je ne suis pas là pour dire vaccinez-vous ou ne vous vaccinez pas, ça on s'en fout. Je dis juste que ce qu'on a pu constater, Carpenter en parlait déjà, en fait. Voilà, Carpenter en parlait déjà. Et même des petits trucs qui étaient rigolos. Si on prend par exemple tout ce qu'on voit dans la clinique de chirurgie esthétique, etc., tous ces délires, etc., on peut le mettre en corrélation avec l'impact d'Instagram sur les influenceuses, où on voit des nanas de 20 ans complètement refaites aujourd'hui. Donc on a tout ce truc-là, et tous les déboires, si on suit l'actualité, de nanas de télé-réalité qui ont été, je sais, dans telle clinique à Dubaï, de se faire une chirurgie à bas prix, et qu'elles ont attrapé une maladie, elles sont complètement déformées, etc. Putain, tout ça, c'est là. Oui, bon après, c'était facile pour eux, ils ont juste eu à se baisser. Alors, qu'est-ce que pour nous symbolise l'industrie hollywoodienne et le culte du corps dans la côte ouest? Alors, ils ont coché des trucs, ils ont fait une liste. Alors, tiens, lui, ça va être le chirurgien esthétique qui ravage les visages de tous les patients. L'autre, il y a le surfeur New Age. Il y a le leader Maximo avec son bazooka, la nana qui se fait séduire. Bon, après, c'était pas hyper compliqué. C'est juste une tendance qu'avaient les États-Unis à l'époque qui sont aujourd'hui uniformisés. Oui, mais c'était pas hyper compliqué. Encore fallait-il avoir du nez. Donc subsiste, non pas à l'écran, parce que bon, comme on l'a dit, c'est filmé mollement, non pas à l'écran, mais notamment au niveau de l'écriture, tout ce qu'on vit aujourd'hui en fait. Voilà. Et au final, et on arrive à cette scène finale qui sauve le film de l'oubli, ou de la décrépitude, de la déchéance, ou on va dire, parce que bon, même du Z, hein, parce que par moment c'est Z, hein, si on pense à cette arrivée en sous-marin, là, c'est complètement nul, mais dans ce plan final où que fait Snake Plissken, donc par un subterfuge. Tu veux le raconter? Non, mais on va rappeler l'enjeu du film, c'est-à-dire qu'il doit récupérer une arme qui vise à contrôler des satellites qui sont, si tu rentres le bon code de la cible, de la bonne cible, tu peux éteindre la technologie associée à cette cible-là. Donc par exemple, si tu veux éteindre les Chinois, enfin la Chine, le gouvernement chinois, ben, tu dis à tes satellites, je rentre le code de la Chine, et puis ils éteignent toute la technologie du territoire chinois. Sauf que, à la fin du film, Snake Plissken entre le code de l'humanité. C'est-à-dire la totalité de la surface de la Terre, et donc il actionne les satellites, et ça éteint la technologie humaine. Comme dit le personnage de Brazen dedans, il a fait régresser l'humanité de 500 ans en arrière. Et donc, plan final, Snake Plissken s'allume une clope, et il dit, donc en anglais, en franchissant le 4e mur, en regardant le spectateur, il dit « Welcome to the human race ». Et le film se finit là-dessus. Donc oui, regard caméra, donc on brise le 4e mur, donc comme on l'a expliqué, partie réalisée par Kurt Russell, effectivement, ouais, ça se pose là. Et c'est vrai qu'en quelques minutes, il justifie tout ce qu'on a vu précédemment, on arrive à pardonner les errances, et on est, ça c'est le tour de force, sur peut-être le final le plus fort de la filmographie de Carpenter. Mais ça en fait pas quand même un bon film. Voilà. Mais effectivement, tu as raison. Donc là, typiquement, on a quasiment un suicide artistique. Donc le dernier en date étant Matrix Resurrection, hein, dans ses 30 premières minutes, hein, voilà, où il dit clairement « allez vous faire foutre ». Voilà. Et donc c'est très bien. Et pourquoi parler de ce film-là aujourd'hui, hormis le fait de l'avoir mis dans la vérif et de l'avoir récupéré en Blu-ray, hormis le fait de tout ce que j'ai avancé sur le contexte actuel, c'est que ouais, c'est largement d'actualité. Que là, on parle d'un personnage parce que si on remet le contexte un peu géopolitique, donc on a bien compris qu'il y a des groupuscules sud-américains qui vont envahir les États-Unis. Les États-Unis, à un moment donné, sont au pied du mur, ils veulent ces technologies. Donc à un moment donné, il y a un conflit entre, voilà, vraiment, entre guillemets, le tiers-monde, parce que c'est à peu près ça, et les dominants, voilà, les États-Unis en tête.
au final, si on regarde notre contexte géopolitique actuel où nous avons un président russe qui essaye de soumettre, d'annexer l'Ukraine et qui va parasiter quelque part l'économie mondiale, notamment nous, ce qui nous concerne, européenne, où tu as un gouvernement qui te dit n'allume pas trop ta lumière, fais attention à ton eau, parce que tu t'es tapé le Covid avec. Ouais, t'as envie de faire comme Snake Plissken, si t'as la même techno, t'as envie de tous les renvoyer à l'âge de pierre. Donc oui, c'est un film qui est important dans son final, dans les idées qu'il véhicule. Maintenant, je maintiens que c'est pour moi peut-être pas loin d'être son plus mauvais film, tout en ayant la meilleure fin de sa filmographie. Ouais, je suis là plutôt d'accord avec toi. Toujours est-il que moi, en tout cas, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que les deux affiches des deux films, je vais faire redescendre la température, c'est que les deux affiches des deux films sont autant cultes l'une comme l'autre, puisque le premier, c'est la Statue de la Liberté qui est écroulée. On a un paysage de nuit avec l'univers new-yorkais, avec Escape from New York, affiche qui surfait sur la SF de l'époque, puisque La Planète des Singes était sortie il n'y a pas beaucoup d'années avant. 1969, donc ça a été fait en 82, donc tu vois, c'est 13 ans, c'est quoi, 13 ans plus tard. Et donc la fiche de ce Los Angeles 2013, moi je l'aime bien parce que ça fait très film d'exploitation, avec l'énorme tête de Snake Plissken avec de la flamme. J'aurais enlevé le surfeur en bas à droite parce que ça me rappelle le côté nanardesque du film, mais c'est ton chaude avec ce par-dessus en cuir, c'est la classe incarnée. Ah mais oui, mais après l'affiche, en tout cas l'affiche d'exploitation française était pas mal non plus, sur la moto aussi, toujours dans ces mêmes tons. C'est vrai qu'il est sur la moto aussi. Après, c'est ça qui m'attriste, c'est que il y a quand même une certaine forme de DA, tu vois, sur les, en tout cas en termes de marketing, sur les on va dire les affiches, etc. Ça a quand même de la gueule, et c'est vrai que quand j'ai vu le Blu-ray édité par Paramount et distribué par ESC, petite dédicace à un de mes auditeurs qui m'avait fait la remarque en me disant non, c'est pas du tout édité par, c'est pas du tout un pur produit ESC, hein, c'est vraiment Paramount qui a fait le truc et c'est ESC qui distribue. Donc effectivement, ça a de la gueule, mais jamais tu le retrouves dans le film. Ah ben oui, c'est sûr, mais ça fait partie des posters mythiques de films qui sont pas forcément représentatifs de ce qu'il y a à l'intérieur. Je suis en train de regarder tes posters, je sais pas si c'est le cas. Ouais, non, on n'a pas trop le cas ici, mais... en tout cas, alors, comme on parle de ce film-là à l'occasion de la sortie du Blu-ray, est-ce que tu peux nous expliquer, tu nous as déjà précisé qu'il n'y avait pas de bonus. Alors, donc, effectivement... Alors oui, attends, avant j'ai une question, pourquoi tu l'as acheté finalement ? Et je l'ai acheté... Puisque tu savais que c'était un mauvais film. Alors ça, c'est me prêter de bien trop grande qualité. Donc je ne me rappelais plus l'ignominie visuelle que ça pouvait être. Une mémoire sélective, d'accord. Exactement. Et c'est ce qui m'arrivait aussi pour Demon Knight, le Cavalier du Diable. Je ne me rappelais plus ces 45 minutes où il se passe rien et on se fait chier. Donc je ne me rappelais plus de ça et m'est resté en tête au final le plus important qui était le final. Et donc je l'ai racheté pour ces raisons-là, parce que pour moi j'en avais quand même un bon souvenir, et aussi fan de Carpenter oblige, et ben voilà, par discipline, hein, quelque part. Hein. T'es obligé. Voilà. T'es obligé de l'acheter. Par discipline. Et j'étais persuadé, parce que je n'avais pas mené l'enquête plus en amont, parce que j'étais persuadé que c'était quelque chose qui était vraiment le pur fruit de SC, qu'il y aurait peut-être quelque part du contenu supplémentaire pour en apprendre un peu plus, comme on l'a dit, hein, parce qu'on a beaucoup creusé, on va dire, des infos qui ne viennent pas forcément des auteurs eux-mêmes, mais plutôt des oui-dire ou des infos glanées par d'autres, et je m'attendais du coup à avoir des infos que je n'aurais pas. Et alors pourquoi je les aurais pas ? Eh ben parce que film mal aimé jusqu'au bout, on s'en fout. En fait, voilà, ils l'ont dans leur catalogue. Alors, je vais parler un petit peu de la galette et du master en lui-même. Donc, pas de bonus, une bande-annonce,
Donc autant dire que c'est, franchement, c'est une faute professionnelle même à ce niveau-là de ressortir un film en 2022, parce que c'est une édition de 2022, hein, pas même peut-être de fin 2021. Je ne sais plus quand est-ce que moi je l'ai récupéré trop tard hein, parce que j'avais pas le budget. Donc effectivement, il n'y a pas de matière, il y a rien. Voilà, donc en même temps, le film peut se suffire à lui-même. Le master en lui-même, je suis désolé de le dire, il n'y a pas un travail, entre guillemets, comme on peut en attendre aujourd'hui d'une nouvelle édition. Qu'est-ce que ça veut dire ? Repartir du négatif original, le nettoyer, réencoder ça dans les standards actuels, non. Ils sont repartis du master qu'ils ont depuis belle lurette, donc c'est pour ça que ça papillonne à certains endroits. Les noirs sont pas forcément profonds par moment, donc voilà. Ça fait le job, c'est toujours mieux, parce que de toute façon, c'était un abonné absent des éditions DVD, en tout cas franco-françaises, hein, parce qu'on pouvait le trouver à l'étranger. Donc, ça fait le job. Je n'ai pas vérifié le 4K, mais un auditeur m'a spécifié qu'il y avait un problème, qu'il fallait se rapprocher aussi de l'éditeur qui est Paramount, parce qu'il y a un problème apparemment sur la galette 4K. Ah, tu l'as vu en Blu-ray, pas en 4K ? Non, j'ai vu qu'en Blu-ray. Voilà. Donc je l'ai pas vérifié en 4K, et autant te dire que je ne sais pas si je le vérifierai en 4K. Voilà, donc voilà. Donc ESC a essayé de pallier à ce problème-là en y rajoutant des goodies habituels, qui est très bien d'avoir le poster, donc ça c'est cool. Des petits stickers, des photos de tournage, etc. Alors c'est bien maigre pour un film comme celui-là. J'ai envie de lancer un mini-audit et je serais curieux de savoir les réponses de tes auditeurs. J'encourage tous les gens qui écoutent ce podcast à apporter leur petit témoignage. Étant consommateur moi aussi de Blu-ray 4K, il m'arrive aussi de commander des éditions où il y a des petites cartes postales à l'intérieur, des petits visuels. Est-ce que quelqu'un qui nous écoute utilise ou les affiche ou les colle quelque part ces fameux visuels? Parce que moi, ils restent tout le temps dans les pochettes. Alors, moi, je peux te répondre. Alors après, mes auditeurs, ça dépend de la temporalité de l'écoute. Donc, soit ils s'en foutent, soit ils te répondent, on verra. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai trouvé une utilité assez visuelle. Et tu sais quelle est l'utilité ? Des sous-bocs ? Tu les envoies en carte postale à des amis ? Non plus. Ça me permet d'habiller le placard de mon compteur électrique. Voilà, donc du coup, ça m'a permis d'habiller ça à l'entrée de chez moi, en fait. Voilà. Donc t'as ton placard que je vais aller voir tout à l'heure. En fait, voilà, t'as des cartes postales collector. Et je fais un espèce de patchwork de tous ces trucs, et ça me permet de masquer ce truc mal fait par l'artisan. Voilà, c'est le point un peu le roi Merlin de ce podcast, ou Castorama, il faut en citer deux quand même pour la concurrence. Donc voilà, moi je m'en sers comme ça. Donc voilà. Je pense que toutes les personnes qui te suivent sur les réseaux attendent la photo de ton placard électrique maintenant. Oui, et sachez que ce placard électrique ne contient pas que ces images-là. J'ai aussi des dédicaces, des pochettes d'albums métal dédicacées par les groupes eux-mêmes, plus aussi des billets de concerts dédicacés, et aussi j'ai mis mes petits bracelets officiels du Hellfest de chaque année. Donc voilà, il y a plein de choses sur ce patchwork, et plus aussi si vous voulez tout savoir, parce qu'on en est là, des photos prises avec des Instax aussi de gens qui viennent chez moi, des proches. Tu feras la photo de ce joli placard électrique, et j'attends de voir sur les Instagram, images. Ça sera très très bien. Voilà. Et bien voilà. Tu t'engages. Du coup, sur ce, on a d'habitude, je dis quel est l'héritage de ce film-là, qu'est-ce qu'il a apporté. Je l'ai plus ou moins dit dans ce que j'ai pu en lire sur la situation qu'on vit aujourd'hui, sociétaire, tout ce qu'on peut noter. Donc, Carpenter a eu du nez. Ils ont longtemps parlé, mais je pense que c'était plus une boutade, hein, parce que c'est un four, hein, ce truc-là. Mondialement, alors, budget de 50, marketing, tu doubles, donc ça a dû coûter 100 patates, cette histoire, au final, hein, tout compris. Ça en rapporte 25.
Voilà. Comme quoi, il n'y avait pas forcément... Enfin, tous les fans de Snake ne sont pas mobilisés pour aller le voir en salle. Non, 25, c'est Est-ce que Game Over. tu comptes le marché de la vidéo dedans? Non, en fait, c'est ça qui est dramatique, c'est que ça, c'est des sources que je trouve sur Box Office Mojo ou IMDb ou des choses comme ça. N'est jamais comptabilisé, ça n'apparaît jamais. Je n'ai jamais trouvé une source du résultat net d'exploitation vidéo, en fait. Donc, ouais. voilà. Parce qu'à mon avis, avec l'avènement du DVD, puisque le DVD a explosé juste après, plus les BO, parce que la BO Inspired from, il y a quand même du lourd dedans, avec les Deftones. Je pense pas que ça couvre. Mais non, ça couvre pas parce que tu vois, ça fait écho un peu à mon podcast sur Demon Knight. Il y avait des cons comme moi pour acheter les soundtracks avec des groupes à l'intérieur. Donc, parce que généralement, les gens, soit ils voyaient pas le film, ils disaient, oh, mais de toute façon, c'est pour combler ou pour exploiter. Donc, au final, non, voilà, c'est du game over pour eux. Alors, moi, j'avais acheté la cassette audio en occasion sur le marché de la place du Capitole à Toulouse. Putain, c'est incroyable. Alors, on en a des anecdotes aujourd'hui entre les placards d'entrée EDF plus les cassettes audio achetées dans les vides-greniers, c'est incroyable. Il faut que je vienne plus souvent parce que peut-être que tu vas livrer encore plus de trucs perso la prochaine fois. Mais c'est important ça. Mais après, j'ai un autre podcast pour les trucs perso, donc j'essaye de pas trop mélanger quand même. Là, déjà, je pense qu'il y a certains auditeurs et auditrices là, ils ont eu. En même temps, c'est un film contestataire, donc on a des sujets contestataires. Bien exactement. Entendu. Voilà. Donc c'est un four, game over pour. De toute façon, il s'en relèvera jamais. Hein. Il fera un barreau d'honneur, comme tu l'as dit, avec Vampire et Ghost of Mars. Et en bon podcasteur, je vous invite à aller écouter. De toute façon, je le mettrai en playlist avec les autres chroniques. Donc, je les ai déjà traités. Donc, vous pourrez prendre la suite avec ces autres films. Et puis, on a tellement cassé du sucre sur le dos de ce film, sur les effets spéciaux. Autant vous pouvez, si vous aimez les séries B, vous pouvez vraiment vous rapprocher de Vampire et de Ghost of Mars. Parce que là, franchement, Carpenter remet les pendules à leur place, comme on dit, et qui montre qu'avec un budget rikiki et des effets spéciaux physiques, c'est des films qui ont quand même un certain cachet aujourd'hui. Écoutez pas ce que dit Thomas, il a craché sur Ghost of Mars tout à l'heure, il l'aime pas. Non, mais je trouve que Ghost of Mars, il n'y a pas d'effet CGI dedans. Je trouve que c'est toujours un film mou, mais Vampire, vraiment, j'adore ce film. C'est un film. Les films après celui-là, normalement, ils auraient jamais dû exister puisque c'est tellement un gros fuck. Mais il y a quand même encore des pigeons pour lui donner du pognon, donc. Oui, effectivement. Hein. Donc voilà, ils ont parlé pendant, mais c'était plutôt dans les interviews d'époque, au moment de la sortie, d'un potentiel Escape from Earth. Ah, l'Arlésienne. L'Arlésienne, j'ai envie de vous dire, personne n'a envie de voir ça. Enfin voilà. Enfin en tout cas, moi à la sortie de ce film, j'avais pas envie de le voir, celui-là, et c'est très bien que il n'ait pas eu le budget pour le faire. Ben, c'est bien parce qu'il y aurait une baston entre le Machete dans l'espace et Escape from Earth. Ah oui, non, mais c'est clair. Peut-être que le Escape from Earth, c'est le Fast X que nous prépare Vin Diesel. Hein. Voilà. Peut-être que c'est ça en fait, hein, parce que bon, ça va se finir dans l'espace, hein, cette histoire. Hein. Donc merci à toi Thomas. Alors sachez que déjà Thomas... fini. Et oui, c'est déjà fini. Sachez que Thomas viendra plus régulièrement. Voilà, on a discuté en off, donc ça va m'aider parce qu'il pitch plutôt bien et il amène un peu plus de positive attitude quand je déborde un peu plus dans des sujets contestataires. Voilà, il est un peu mon yang ou mon ying, ça dépend dans quel sens vous prenez les choses. Je suis le côté moins anard. Moins contestataire et je suis voilà. Mais moi je n'appartiens à aucune caste, cher ami. Moi je bois du whisky, fume des clopes, je suis en cravate, je suis un non-sens. D'ailleurs j'ai soif. On va se aller se prendre un petit quelque chose à boire. Donc merci à toi Thomas. Et c'était le 40e épisode de 7ème dimension. Je l'ai dit, j'aime beaucoup les chiffres. C'est mon côté ricain, ça peut-être capitaliste aussi. Là-dessus. Donc à film contestataire, chronique contestataire. Et n'oubliez pas, 7ème dimension, notre créneau à nous, c'est le cinéma de genre bordel. Merci pour votre écoute. Redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de 7ème dimension en mode podcast.